Parlons de la sponsorisation sportive. Disons déjà que la sponsorisation, c'est un terme qui provient du mot anglais sponsoring, qui lui-même dérive du latin spondeo, qui signifie en français je promets. Donc c'est un terme qui est utilisé pour désigner la responsabilité que le promettant assumait envers un tiers, dont il garantissait accessoirement l'exécution, associant ainsi à son image, à son sort, celui du débiteur principal. Donc, si on veut définir la sponsorisation, disons que ça se définit comme un contrat par lequel il est établi un partenariat entre la notoriété commerciale d'une entité et celle d'une autre entité reconnue dans le domaine de la culture, du sport ou des médias, qui réalise ainsi un échange de notoriété par lequel la renommée du commandité profitera au sponsor et vice-versa. Ça, c'est la définition classique. Maintenant, si on va dans la définition juridique, il faut dire que la sponsorisation, c'est un contrat atypique à titre onéreux avec des prestations réciproques, dont la cause, parce qu'un contrat est une cause, la cause réside dans l'exploitation publicitaire du commandité en contrepartie d'une rémunération. Donc, je parle de la cause. La cause de la sponsorisation est identifiée dans l'utilisation à des fins publicitaires directes ou indirectes de l'activité, du nom ou de l'image d'autrui en échange d'une rémunération pouvant consister en un financement en espèces ou en la fourniture du matériel ou d'autres biens. Donc, la cause est digne de protection car elle poursuit l'intérêt à la libre propagande combinée à l'intérêt à l'initiative économique libre. Maintenant, disons que les accords de sponsors sont généralement conclus par écrit et par la signature des formulaires ou des contrats préliminaires, ayant pour objectif de garantir préventivement le droit de conclure le contrat final ou l'irrévocabilité de la proposition. Le sponsor est celui qui s'engage à associer à sa personne ou encore à son activité le nom, le signe distinctif d'une autre entité. Donc le sponsor qui vise à accroître sa notoriété auprès du public. La finalité publicitaire est réalisée indirectement à travers la notoriété du commandité et donc par l'insertion de la marque ou du produit dans un contexte différent de celui strictement publicitaire. La publicité, disons la publicité traditionnelle, utilise un support direct qui diffuse un slogan visant à un retour commercial. Maintenant, contrairement à la publicité traditionnelle, dans la sponsorisation, il faut dire que le message consiste rarement en l'utilisation des qualités d'un produit ou de l'activité d'une entreprise. Donc, il y a seulement, l'association de l'événement ou de la personne connue à la promotion de la marque ou de l'image. Dans la publicité, il faut dire que l'entreprise qui fait la promotion, l'entreprise promotrice a un contrôle plus direct sur le message. Et dans la commandite, cela est laissé au hasard, notamment en ce qui concerne l'impact des prises de vue, des performances du commanditaire ou l'intérêt des médias pour son activité. Parlons maintenant de la sponsorisation directe. Disons que dans un pays comme l'Italie, ça commence dans les années 50 avec le cyclisme et ça se développe dans les années 70, le secteur du sport. Ce n'est que dans les années 80, avec l'avènement des télévisions commerciales, qu'elle est devenue une forme de communication publicitaire. Donc actuellement, de nos jours, il faut dire que la sponsorisation, c'est la principale forme de financement pour les associations sportives professionnelles et amateurs. L'association entre une marque ou une dénomination d'entreprise peut se faire avec une équipe, avec un athlète individuel ou un événement sportif, qui peut être une course individuelle ou un tournoi. Donc, le sponsoring d'une équipe peut également avoir lieu en remplaçant le nom de l'équipe par celui du sponsor ou en associant les deux noms, comme ça se fait dans le basketball. Disons que dans le football, cela n'est pas autorisé. Le sponsor dispose donc de ses propres panneaux publicitaires à l'intérieur de l'installation sportive, de ses signes distinctifs sur les uniformes et les accessoires des athlètes et des véhicules utilisés pour le transport de toutes les reproductions photographiques correspondantes ainsi que sur les billets d'entrée aux manifestations.
Quelles sont les prestations du sponsor? Il faut dire que le sponsor est principalement obligé de verser la rémunération en faveur du sponsorisé. Et le montant peut être fixe ou modulé en fonction des résultats obtenus. C'est ce qu'on appelle la clause de valorisation. Et ça peut encore dépendre des taux d'écoute ou d'influence atteints par l'événement. Donc, des prestations en nature peuvent être convenues sous forme de produits directement liés à la pratique sportive, ou encore des produits ou des services non réalisés ou commercialisés par le sponsor. Ça peut être les frais de transport, par exemple. Donc, des clauses peuvent être prévues excluant tout pouvoir décisionnel du sponsor sur la pratique de l'activité sportive. Quelles sont les prestations du sponsorisé? Il faut dire qu'il a l'obligation du sponsorisé porte sur une prestation de moyens et non de résultats. Donc, l'absence de réalisation des objectifs du sponsor en termes de retour d'image ne justifie ni la résolution du contrat, ni la demande de dommages et d'intérêts. Donc, la principale prestation à la charge du sponsorisé consiste à accepter l'affichage de la marque du sponsor sur le matériel porté ou utilisé par le sponsorisé. Donc, il s'agit d'une prestation de non-fait. À cette obligation peut s'ajouter celle de participer à un certain nombre d'événements sportifs ainsi que la détermination des modalités d'affiche de la marque. C'est ce que vous appelez, on a souvent les journées où dans les clubs, les sportifs les plus représentatifs rencontrent le public et signent les autographes. C'est de ce dont il s'agit. Ça fait partie des clauses du contrat. Donc, il peut aussi également être convenu d'obligation de participer à des réceptions et des foires ou des conférences de presse, des manifestations non sportives, ce que je viens d'expliquer, ainsi que de s'abstenir à d'autres sports et d'autres sports d'activités dangereuses ou de tout comportement pouvant mettre en danger l'intégrité psychophysique de l'athlète. C'est pour ça que dans le foot, il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de contrats où on interdit les sports tels que le ski à des footballeurs parce que pourquoi? Simplement parce que le ski c'est un sport qui demande disons à presque 90% un gros volume d'activité sur les membres inférieurs, et comme les membres inférieurs sont l'outil premier de footballeurs, c'est quoi qu'on interdit cela dans plusieurs contrats des footballeurs. Disons que il faut aussi avoir une clause d'exclusivité qui peut être convenue, qui interdit ainsi aux sponsorisés d'accepter les missions de la part d'autres parties désireuses de promouvoir ses services ou ses produits susceptibles de concurrencer ceux du sponsor. Par exemple, un athlète qui est sponsorisé par la marque allemande des 3 bandes ne peut pas va voir dans son contrat une clause d'exclusivité pour ne pas accepter des prestations de son principal concurrent qui est la marque américaine, qui est la virgule. Disons que lorsque l'image du sponsor doit être reproduite dans les contextes autres que les manifestations publiques sportives, le sponsor doit obtenir le consentement de l'association sportive pour utiliser l'image collective de l'équipe à des fins commerciales. Dans ces cas, l'athlète individuel a le droit d'exiger le partage des bénéfices des contrats de sponsoring. Je répète, parce que vous m'avez compris. Dans ce cas, l'athlète individuel a le droit d'exiger le partage des bénéfices des contrats de sponsoring. En cas de non-collaboration des athlètes individuels, qui ne constitue pas une impossibilité objective, donc l'équipe sponsorisée doit être considérée comme défaillante, avec éventuellement résiliation du contrat. Maintenant, l'obligation de loyauté et de diligence s'applique dans tous les cas, interdisant aux sponsorisés de manifester des goûts personnels contraires à l'activité du sponsor, de faire de la publicité pour le mérite du prochain sponsor concurrent avant l'expiration de son contrat, ou encore de faire des déclarations dénigrantes sur l'image du sponsor. Finissons la vidéo en évoquant la défaillance sportive. Il faut dire qu'il est difficile pour le sponsor de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les performances de ce vente du sponsorisé et le retour d'image manquant ou insuffisant pour le sponsor. Par conséquent, ni la résiliation contractuelle, ni la demande de dommages intérêts ne sont légitimes. De l'obligation de diligence découle que l'obligation de moyens impose au débiteur le même effort volontaire et technique que l'obligation de résultat, de sorte qu'il doit faire tout ce qui est possible pour éviter des préjudices au retour publicitaire attendu par le sponsor.
Donc, disons que les clauses spéciales permettant la résiliation unilatérale du sponsor peuvent être adoptées dans certains cas. Pour le premier cas, la rétrogradation de l'équipe à une catégorie inférieure, la disqualification du sponsorisé pour un comportement susceptible de générer une image négative pour son sponsor, et les obstacles objectifs tels que les maladies ou les blessures qui empêchent comme ça la poursuite de l'activité pendant une longue période.